Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous fais le test du FE 20 mm 1.8 de chez Sony. C'est un objectif qui intègre la gamme G. Donc c'est la première des informations en définitive, c'est-à-dire que chez Sony, on a différentes gammes qui nous permettent de savoir à peu près où va se situer l'optique. Chez les GM, on est dans des optiques qui sont sans compromis, que vous pouvez mettre les yeux fermés sur les capteurs à plus haute résolution et qui vont délivrer des performances exceptionnelles. En tout cas, sur le papier, c'est ça que ça représente les GM. Les G, c'est probablement quelque chose qui est plus un compromis entre les deux, qui reste excellent, mais qui ne peut pas prétendre à être absolument sans compromis. Donc ici, on est vraiment sur cette gamme G. Quand on a l'objectif en main, quand on le découvre, cet objectif-là, sincèrement, on se dit, mais c'est un objectif qui était fait pour la gamme GM et qui probablement, au dernier moment, a été rétrogradé en gamme G. En termes de construction, on voit aucune différence avec une gamme GM. Tout y est. Regardez, on a la bague d'ouverture qui est graduée de 1.8 jusqu'à la position F22. Ici, on est obligé de forcer pour passer en position automatique. On a la possibilité de rendre la bague d'ouverture clickless, donc sans faire de bruit, sans crantage en fait. Ici, grâce à ce bouton, donc en vidéo, ça va éviter des à-coups quand on passe à l'ouverture. On va pouvoir travailler de manière beaucoup plus linéaire sur l'ouverture, donc c'est très intéressant. On a le bouton de débrayage de l'autofocus. On a un bouton qui est personnalisable ici. On a une bague de mise au point. Quand on regarde les spécifications de cet objectif, on a quand même 2 lentilles AA, on a 3 verres ED, il est traité nano, donc anti-reflet, etc. On est vraiment sur des éléments qui sont plutôt généralement dans des gammes GM. Bref, c'est vraiment un excellent gamme G, on a envie de dire. C'est un objectif qui est ultra compact, 20 mm 1.8. J'ai regardé un peu ce que faisait la concurrence. Il est beaucoup plus compact que la concurrence, cet objectif. On a ici un objectif qui ne pèse que 373 grammes. Et oui, c'est quand même ça qu'on aime, quand on a un plein format qui en plus se paye le luxe d'être compact. Donc c'est vraiment très intéressant. Cet objectif-là, quand on le regarde face à son compère, le 24 mm 1.4 que je vous ai testé il y a vraiment pas longtemps, qui lui est en gamme GM, c'est quasiment impossible de visu de les distinguer. Il y a 2 ou 3 mm de plus ici pour le 24 mm, mais quand vous les avez en main, c'est vraiment les mêmes. La seule différence, c'est qu'il y a un qui a le G en rouge pour dire GM et qu'il y a l'autre, le G en gris. Mais sinon, en termes de construction, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement similaire. Alors, un mot sur la focale. 20 mm, c'est un intermédiaire entre 24 mm qui est de grand angle et j'ai envie de dire le 16 mm qui est plutôt une focale ultra grand angle. Ici, on est entre les deux, ce qui est un choix plutôt malin de la part de Sony. C'est-à-dire qu'on va gagner en termes d'ouverture de champ, d'angle de vision, mais on n'est pas non plus trop ultra grand angle, c'est-à-dire qu'on va limiter toutes les déformations qui sont apportées par les ultra grand angles. On a une ouverture généreuse de 1.8 qui va faire que cet objectif-là, il va avoir de multiples usages. Donc ça va être globalement très intéressant comme positionnement. Alors si vous vous demandez 20 mm 1.8, finalement à quoi ça sert ce genre de focale? Ça sert vraiment à beaucoup de choses et on va le voir dans ce test. Ça va vous servir en paysage pour avoir un angle de vue très large. Ça va vous servir évidemment pour des photos en intérieur. Quand vous êtes en intérieur que la lumière manque, l'ouverture 1.8 va vous permettre de baisser dans les ISO et le fait de réduire la focale, vous augmentez votre profondeur de champ. Donc évidemment, vous avez une profondeur de champ qui est un peu plus généreuse que lorsque vous avez des focales un peu plus serrées. Donc finalement, vous cumulez des avantages et c'est très intéressant. Vous avez une optique aussi qui va très bien convenir pour des photos d'immobilier, parce qu'en immobilier, généralement, on manque de recul, on a du mal à montrer toute la pièce. Et donc ici, on a les deux avantages qu'on a besoin pour des photos d'immobilier. On a un angle de champ large et on a une ouverture généreuse, parce qu'en immobilier, généralement, on manque de lumière. C'est une focale sur laquelle vous pouvez faire des portraits. Alors évidemment, pas des portraits serrés qui vont déformer le visage, mais des portraits, par exemple, vus de dessus, des portraits où vous n'avez pas forcément besoin d'un tabouret pour arriver à couvrir toute la scène. Bref, des cadrages finalement qui sont créatifs, qui sont difficiles à faire avec d'autres objectifs. On a la possibilité évidemment de faire de l'astro avec cet objectif. 20 mm 1.8, c'est clair et net. On verra ce que ça vaut en astro. On a la possibilité aussi de faire de la vidéo et pourquoi pas du vlog, parce que 20 mm aussi, je vous montrerai un petit test entre comparatif grand angle ou 20 mm, vous allez voir que le 20 mm est beaucoup plus agréable pour faire des vlogs. Donc bref, on a une focale qui est ultra polyvalente qui permettra aussi par exemple de faire de l'architecture. Tout ça pour dire que c'est très polyvalent, très utile et finalement que les usages sont vraiment multiples
au niveau de cet objectif. Allez, on passe sur l'ordi, j'ai plein de trucs à vous montrer. Et à travers ces photos, on va essayer de comprendre pourquoi c'est un objectif qui mérite la gamme G, donc les excellents de ces objectifs, et finalement, qu'est-ce qu'il distingue de la gamme GM, qu'est-ce qui l'a empêché, si j'ai envie de dire, d'être dans la gamme GM. Est-ce que c'est juste l'ouverture qui n'est pas 1.4 ou est-ce qu'il y a autre chose? En tout cas, la première des choses, c'est de comprendre à quel point 20 mm, ça change vraiment beaucoup la focale. Ici, je vous montre une photo du bureau fait à 24 mm et voici la même photo fait à 20 mm. On peut voir qu'il y a quand même une belle différence et vraiment, je pense qu'en photo d'intérieur, 20 mm, c'est vraiment super sympa, d'autant plus avec cette ouverture qui empêche de monter dans les ISO et qui donc conserve la meilleure qualité. Alors attention, hein, on n'est pas du tout sur un objectif à portrait, c'est évident, mais je préfère le dire. Évidemment, si vous vous rapprochez de votre sujet, vous allez arriver à avoir une faible profondeur de champ et avoir une séparation extrêmement profonde, mais enfin au prix de déformations importantes sur le visage. Et même quand on se recule, hein, on peut voir que là, on a diminué la profondeur du bokeh, mais qu'on a quand même pas mal de déformations dans tout le corps. Donc c'est pas une optique qui est toujours facile à travailler et c'est pas du tout une optique qui est faite réellement pour faire du portrait ou alors créatif avec beaucoup de maîtrise. C'est une optique qui permet par contre de pas mal travailler vu du dessus. Ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Sony le montre aussi avec cette photo-là, hein, qui est bien meilleure que la mienne. Mais vraiment, c'est vrai que on a du mal parfois, il faut prendre des escabeaux et compagnie. Avec 20 mm, on peut aussi être créatif et faire des photos vues de dessus avec déjà une petite profondeur de champ qui va nous permettre de créer une séparation des plans. Voilà, donc ici quelques photos juste pour montrer la qualité, hein. Quand on zoome de manière clinique sur la photo, ici je suis à 100% sur un A7R4, on s'aperçoit que ici à son centre à 1.8, on est presque irréprochable. Il n'y a pas grand chose à noter. Ici, si on regarde les billes de bokeh, on a des billes de bokeh qui sont globalement assez présentes, même si c'est pas non plus hyper doux, mais on a quelque chose qui est plutôt très qualitatif. Un des avantages de cette optique, c'est sa mise au point à 19 cm seulement. Donc on peut faire vraiment ce qu'on peut dire de la proxy. Ça permet des cadrages créatifs comme ici où je me suis rapproché énormément de ce plan de fleurs. Et quand on zoome à l'intérieur de ce plan de fleurs, finalement on prend une claque, hein. Ici je suis à f16, les couleurs sont extrêmement bien rendues, le contraste est bien rendu, le piqué est extrêmement bien rendu et finalement la photo est vraiment, l'objectif est vraiment au rendez-vous de cette photo et ça donne des possibilités qu'on n'a pas forcément avec d'autres objectifs, donc c'est plutôt très intéressant. Allez, on va regarder quelques photos témoins pour regarder un peu optiquement qu'est-ce que ça vaut. Ici, pris sur un A7R4, 61 millions de pixels à la pleine ouverture 1.8, on s'aperçoit que la résolution à 1.8 est un peu juste pour bénéficier vraiment de la full résolution de ce 61 millions de pixels. Au centre, c'est passable, on va dire, mais c'est pas exceptionnel. Sur les côtés, à mon sens, c'est un peu insuffisant. Alors attention, on est à 1.8, on n'a pas besoin d'homogénéité à 1.8 généralement, hein. Ici, sur un test clinique comme ça, sur une photo qui permet de le voir, on s'en aperçoit. Mais j'imagine que pris à 1.8, la plupart du temps, notre sujet sera au centre et donc ça ne sera pas très important. Ici, je vous le montre sur un A7R4, on est sur un objectif de la gamme G. Probablement que ce qui l'a empêché d'aller sur la gamme GM, c'est qu'il ne profitait pas entièrement du capteur de 61 millions de pixels du A7R4. C'est un objectif qui est purement excellent si vous le prenez sur un A7 III ou sur un A7R3, il sera capable d'utiliser l'entièreté finalement de la résolution proposée par ces capteurs. Sur un A7R4, c'est là où on peut toucher un peu ses limites, mais bon, encore une fois, on est à 1.8, hein. On ne fait pas toutes nos photos à 1.8. Dès f2.8, on voit déjà une belle différence entre les deux photos. Lorsqu'on va zoomer au centre, on va s'apercevoir qu'on a déjà gagné beaucoup en résolution à 2.8. La meilleure résolution est probablement atteinte plutôt aux alentours de f4. Là, au centre, c'est vraiment excellent, même sur un A7R4. Les côtés restent toujours plus ou moins en retrait, je trouve, hein. On n'arrive pas à avoir une entièreté, une homogénéité parfaite sur le A7R4. Sur le A7 III, c'est parfait dès la pleine ouverture. Sincèrement, c'est un objectif qui remplit allègrement les 24 millions de pixels du A7 III, qui remplit aussi quasiment les pixels du A7R3. La limite se situe plutôt au niveau du A7R4 où on a déjà une excellente qualité. Attention, hein, c'est un objectif qui est capable d'aller sur le A7R4, mais disons qu'il ne profite pas à 100% de son capteur et c'est probablement ce qui l'empêche d'être tagué GM cet objectif.
Donc l'autre chose qui, à mon avis, peut-être a joué aussi en sa défaveur, c'est le vignettage. Regardez le ciel. Ici, on est sur un ciel bleu qui est 100% homogène. Et regardez pourtant à quel point on a des couleurs de ciel ici qui sont différentes. On a un dégradé d'un bleu qui est très clair ici à la base à plutôt sombre en haut. Et regardez au fur et à mesure que je passe les photos, ici je suis à 1.8, ici je suis à 2.8, ici je suis à f4. Le ciel s'éclaircit jusqu'à 5.6. Et donc c'est un objectif qui a un vignettage prononcé finalement, qui ne disparaît que vers f4, 5.6. Alors le vignettage se contrôle très bien en post-traitement, mais il faut savoir que c'est un objectif qui vignette pas mal, donc les bords pourraient être, après correction du vignettage, d'un peu moins bonne qualité que le centre, puisqu'il faudra déboucher les bords. Lorsque je le mets sur ma mire maison, on s'aperçoit globalement de ce qu'on a déjà vu sur la photo de paysage. Au centre, sur un A7R4, c'est plutôt très bon, sans être excellent. Sur les côtés, c'est juste passable. Vous pouvez voir ici sur les inscriptions, on est quand même plutôt moyen. La même mire faite avec un 24 mm 1.4 GM est beaucoup plus qualitative sur un A7R4. Attention, encore une fois, sur un A7 III ou sur un A7R3, on ne voit pas du tout la différence, il est capable de les remplir. En termes de défaut optique, c'est un objectif qui, à mon sens, fait assez peu de distorsion. Alors ici, je suis droit. On peut voir, si on regarde attentivement cette ligne-là, qu'elle est un tout petit peu courbée. C'est-à-dire que la distorsion fait un peu comme ça. Donc on a légèrement de la distorsion, mais à mon sens, ça va se réparer assez bien. Encore une fois, on peut voir à quel point le piqué s'améliore au fur et à mesure qu'on ouvre l'ouverture. Ici, au centre, regardez la différence, peut-être que sur YouTube, vous ne la verrez même pas, entre 1.8 et f4. Par contre, dès qu'on regarde sur les côtés, on voit bien à quel point les côtés sont en retrait et l'image de droite a largement un meilleur contraste, un meilleur piqué, tout est mieux à f4. On continue avec les défauts optiques. En termes de sunburst, on peut voir que là, je suis arrivé quand même à avoir une superbe étoile à f16. Il y a du flair, mais ça reste relativement bien contenu pour du flair. On est plutôt à un excellent niveau au niveau des maîtrises des flairs. Les aberrations chromatiques, j'ai eu beau chercher, j'en ai pas trouvé. Donc en termes d'aberration chromatique, pour moi, c'est vraiment excellent. En termes d'autofocus, on a un autofocus qui est rapide et qui est silencieux. Là aussi, c'est pas un sujet. On est sur une optique Sony de 2020. Aujourd'hui, les autofocus, ils arrivent largement à maîtriser ce sujet-là. Et mon chien n'est pas spécialement arrivé à le mettre en défaut, cet autofocus. En termes de bokeh, on a un bokeh qui est plutôt doux, même s'il n'est pas non plus extrêmement doux, c'est-à-dire qu'on a un bokeh qui reste présent, qui reste lumineux, comme vous pouvez le voir ici, mais enfin on a quelque chose qui est relativement de super qualité. Donc on a des billes qui sont extrêmement rondes, franchement on n'a pas grand-chose à se plaindre sur le bokeh. On a quelque chose qui ne fait pas d'onion ring, on a vraiment un bokeh qui est de très grande qualité, même si sincèrement, jouer avec le bokeh de cet objectif-là ne sera pas forcément ce que vous allez faire de plus, puisqu'à 20 mm, vous êtes obligé de vous approcher très très fort pour réussir réellement à avoir un bokeh sur cette optique. En termes de vidéo, si vous voulez faire du vlog, je vous montre ici à gauche l'image telle que vous l'avez grâce au 20 mm 1.8, l'image telle que vous l'avez au 24 mm 1.4 à droite. Ce qu'on peut noter, c'est que le cadrage est serré avec 24 mm 1.4. Alors ici, je tournais en 4K 25 images par seconde. Si en plus, vous décidez d'aller sur la norme NTSC sur votre Sony et que vous décidez de tourner en 60 images par seconde, vous avez un 30 images par seconde, vous avez un crop qui s'applique sur les Sony, donc là ça va être encore plus serré, mais voilà, on peut dire réellement que si vous faites du vlog, c'est une optique qui cadre beaucoup plus sympa que le cadrage serré que vous donne le 24 mm 1.4. Après, le bokeh est un tout petit peu moins profond, j'ai envie de dire, sur l'image de gauche qu'il ne l'est sur l'image de droite, puisqu'on a une ouverture d'1.8 au lieu d'1.4 et qu'on est en 20 mm au lieu de 24 mm. Donc pour moi, pour du vlog, c'est la focale idéale 20 mm 1.8. La focale la plus proche de ce 20 mm 1.8, c'est le 24 mm 1.4 GM que je vous ai testé il n'y a pas longtemps. C'est deux focales qui sont relativement proches, malgré tout, même si on a vu que l'angle de champ n'était pas le même. J'ai voulu les comparer rapidement pour essayer de distinguer un peu qu'est-ce qui les séparait. Optiquement, vous allez voir que ce qui les sépare, c'est qu'à 1.4, le 24 mm 1.4, il a déjà une homogénéité et que c'est pas le cas du 1.8. Ici, je vous compare rapidement le 20 mm 1.8 à gauche qui est à la pleine ouverture 1.8 et le 24 mm 1.4 qui est à la pleine ouverture 1.4. On peut voir à quel point l'image de droite est crystal clear, comme on dit en anglais. C'est superbe, quoi. On a vraiment un piqué qui est magnifique. Sur 61 millions de pixels, c'est pas le cas
du 20 mm 1.8 et c'est pareil sur le côté, hein, où on a déjà un super piqué sur le 24 mm 1.4 alors qu'on l'a pas encore sur le 20 mm 1.8. Malgré tout, la différence est beaucoup plus difficile à distinguer à 5.6. On va s'apercevoir que notamment au centre, on a des deux côtés une image qui est vraiment magnifique, que vous regardiez à gauche ou que vous regardiez à droite. Par contre, sur les côtés, on aura toujours une meilleure homogénéité sur le 24 mm 1.4. Autre exemple criant, hein, ici, je vous mets le 1.8 toujours à gauche, le 1.4 à droite. Ici, ils sont tous les deux pris à 1.8. Regardez la différence de qualité. Le GM a son statut de GM. Hein. Ici, on est sur une optique G dont on peut mesurer les limites grâce à cette image. Au centre, c'est très difficile de distinguer les deux puisque les deux sont d'un excellent niveau. Sur les côtés et en termes d'homogénéité, le GM a l'avantage. Mais le GM va coûter 500 € de plus, donc ça coûte très cher finalement d'avoir un peu mieux que ce 20 mm 1.8, un peu mieux en termes d'ouverture, un peu mieux en termes de piqué, un peu moins bien peut-être en termes de focale, puisque 20 mm vous pouvez faire plus de choses, d'autant plus que ce 20 mm vous permet de faire la mise au point dès 19 cm, ce qui permet des choix créatifs que n'a pas forcément le 24 mm 1.4. Ça va être un sacré casse-tête finalement de choisir entre ces deux optiques. J'ai voulu rapidement le confronter aussi au 16-35 2.8 que j'ai mis à la focale 20 mm et en fait on s'aperçoit rapidement que quand j'ai voulu les comparer à 2.8 pour les deux, on a une qualité qui est relativement similaire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce 20 mm 1.8, il est à peu près au même niveau que le 16-35 2.8 mis à la focale 20 mm. On a un niveau, je trouve, de piqué qui est relativement similaire à 2.8, similaire à 5.6. Il n'y a pas vraiment un objectif qui prend réellement l'ascendant sur l'autre. J'ai trouvé les résultats très similaires entre ces deux focales-là. Ça montre bien quand même hein, que ce 20 mm 1.8 gamme G focale fixe, il est au niveau d'un zoom GM. Donc on est quand même à un niveau qui est plutôt excellent. Allez, faisons le point sur l'astrophotographie et cet objectif. On est sur un objectif dont les caractéristiques évoquent l'astrophotographie puisqu'on a un angle de vue qui est très large, on a une ouverture qui est généreuse. Ici, on peut voir dès la vision de cette image qui est prise à pleine ouverture à 1.8 qu'on est touché vraiment de plein fouet par le vignettage. Hein. Encore plus en astrophotographie, on a des extrêmes qui sont extrêmement noirs et on a des coins en haut à droite, en haut à gauche qui sont aussi extrêmement noirs. C'est pas idéal hein, pour de l'astrophotographie puisqu'il va vous falloir soit cropper dans l'image, soit venir déboucher, mais alors dégrader énormément vos coins, c'est pas génial. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, rien que sans zoomer énormément, il n'y a pas énormément de comas, je pense, dans cette image. Les comas sont plutôt bien maîtrisés. Donc, si on zoome, par exemple, à 200%, comme je le fais généralement sur YouTube, on peut voir que les comas, je trouve, il y en a évidemment, hein, comme sur tous les objectifs, mais enfin, c'est plutôt bien maîtrisé. Je trouve qu'ils ont fait plutôt du joli boulot sur ça. Le problème, à mon sens, c'est ça. C'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle des aigrettes. Donc notamment sur tout le côté droit de l'objectif, on a vraiment un phénomène d'aigrette qui est extrêmement prononcé. L'aigrette, c'est en fait, au lieu de faire un point, votre étoile, elle va faire comme une espèce de croix. Et ici, c'est un objectif, je trouve, qui est vraiment très sujet aux aigrettes. Alors, c'est quelque chose qui va partir. C'est-à-dire que si de l'ouverture 1.8, vous passez à l'ouverture 2.8, ce phénomène d'aigrette est largement réduit. Donc, vous voyez ici, ici, je suis zoomé à 400%. Hein. Donc, évidemment, il faudrait le mettre plutôt comme ça. Mais on peut voir que effectivement, ce phénomène-là à 2.8 est beaucoup plus contenu et on a des étoiles qui sont redevenues des points. Alors, on a toujours un peu de coma, mais sincèrement, pour avoir vu pas mal d'objectifs pour faire de l'astrophotographie, je trouve que c'est plutôt une bonne performance. Malgré tout, je crois que je ferai probablement pas de vignetage d'astrophotographie à 1.8 avec cet objectif-là, tout simplement parce que, à mon sens, le vignetage est trop fort à 1.8 et les défauts optiques et notamment les aigrettes sont trop forts et les aigrettes elles persistent quasiment jusqu'à un tiers à peu près de la photo, donc c'est vraiment trop fort, c'est présent absolument partout sur la photo. Les astigmatismes sont très peu présents. Les astigmatismes, c'est quelque chose qui, au lieu d'avoir un point, en fait ça va vous faire comme une traînée d'étoiles. C'est plutôt pas trop mal corrigé sur cette photo-là. Le milieu est parfait. Hein. Le milieu, il n'y a pas de coma, il n'y a pas de défaut optique particulier. On n'en attendait pas moins, évidemment. Donc voilà, au niveau de l'astrophotographie, c'est un objectif qui se prête bien à l'astrophotographie. Malgré tout, je le ferai probablement pas à pleine ouverture. Si on compare par rapport à son ami le 24 mm 1.4 GM, donc lui, il a un angle de vue qui est beaucoup plus restreint. Mais par contre, dès l'ouverture 1.4, il a beaucoup moins d'aigrettes notamment. Hein. Si je regarde sur cet objectif-là, vous voyez, les étoiles restent des points. Alors, on en a aussi un peu, hein, on va pas se mentir. Hein.
mais voilà, c'est beaucoup plus réduit. Là, vous voyez, tout ça, c'est des aigrettes, mais il faudrait zoomer à 400 ou à 800% pour bien voir que c'est des aigrettes. Alors que de l'autre côté, c'est extrêmement important. Bon voilà, la logique est respectée. On a un 24 1.4 GM qui n'a pas de vignettage aussi prononcé que le 20 mm 1.8, qui à mon sens a un peu moins aussi de défauts optiques. À pleine ouverture, il est utilisable pour moi le 24 mm 1.4 GM, alors que c'est pas forcément le cas du 20 mm 1.8 G, dont je fermerai probablement le diaphragme jusqu'à 2.8 pour avoir des bons résultats. En tout cas, ici, le flair que vous pouvez voir sur ces photos-là, sachez que ça n'a rien à voir avec les objectifs. Je suis comme vous, en plein confinement, c'est des photos que j'ai fait depuis mon jardin, sans bouger de chez moi, et donc j'ai des lampadaires et compagnie qui sont venus m'embêter. J'utilise malgré tout le pare-soleil, mais enfin ici on est dans des conditions qui sont pas idéales. Je suis quand même au milieu d'une ville, même si c'est une petite ville. Donc voilà pourquoi j'ai ce petit flair. En tout cas, en conclusion, c'est deux objectifs avec lesquels on peut parfaitement faire de l'astrophotographie, même si voilà, le G est un peu moins bon que le GM, mais la logique est respectée, tout comme sont leurs prix. On paye le G beaucoup moins cher qu'on paye le GM. Allez, je vous montre une dernière fois ce 20 mm 1.8, ici monté sur le boîtier. On peut voir que ça forme un ensemble qui est relativement compact, et puis surtout il est ultra compact puisqu'il pèse que 373 grammes, ce qui en fait l'optique à 20 mm 1.8 la plus compacte du marché. Donc c'est vraiment une belle performance qu'a fait Sony. Il est vendu 1099 €, ce qui n'est pas donné, mais on est sur un objectif d'excellente qualité. Monté sur un A7 III ou sur un A7R III, vous aurez absolument rien à redire de cet objectif-là. Il ne trouvera ses limites qu'à pleine ouverture sur un A7 R4 et ses 61 millions de pixels qui sont vraiment intransigeants et qui méritent peut-être d'avoir la gamme GM si vous voulez arriver à avoir ce type de performance. Mais sachez que dès que vous allez fermer un peu l'ouverture, même sur un A7 R4 et ses 61 millions de pixels, c'est un objectif qui est capable déjà de vous délivrer une très belle résolution et une qualité qui est très bonne même sur un A7 R4. Au final, moi j'ai envie de conclure que ici la copie est bien remplie de la part de Sony. Ce que j'ai beaucoup aimé avec cet objectif-là, c'est les vlogs. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les photos en intérieur qui permettent d'avoir un angle de vue très large, une ouverture généreuse. Et au final, je trouve qu'encore une fois, Sony a parfaitement répondu aux besoins puisqu'on est quand même sur un objectif, je le rappelle, qui est au niveau d'un 16-35 2.8 gamme GM. Donc on est sur une focale fixe qui est au niveau d'un zoom GM. Allez, c'est fini pour le test du 20 mm 1.8. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette optique. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous plaît pas? Dites-moi pourquoi en commentaire. Vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Et moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Salut!